aujourd'hui concerne mener des projets hybrides Erasmus+ e-twinning, donc avec des déplacements, puisque ce sont des déplacements qui sont financés par Erasmus+, et e-twinning qui est le volet des activités à distance qui se font également dans le projet. Pour intervenir dans cette visioconférence, nous avons 2 lauréats du concours national e-twinning cette année. Dans le premier degré, Cécile Thomas, et dans le second degré, Serge Legendre. Cécile, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Cécile Thomas, je suis enseignante dans le premier degré en Seine-et-Marne à côté de Melun. J'enseigne depuis quelques années en cycle 3. Et le projet Erasmus+, pour lequel une partie a été primée, comme vous pouvez le voir à l'écran, s'appelle SDGs Action. Donc, c'est un projet qui porte sur les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Merci. Serge, je te laisse te présenter. Alors bonjour, voilà, je suis Serge Legendre, je suis professeur d'espagnol au collège Gaston Jolet à Salbris dans le Loir-et-Cher. Et donc je suis lauréat cette année du concours national e-twinning pour le projet Cantemos contra el acoso que j'ai réalisé donc avec Erasmus l'année dernière et que je vais vous présenter aujourd'hui, et qu'il s'agit d'un enseignement pratique interdisciplinaire qui a mêlé l'éducation musicale, l'espagnol LV2 dont je suis enseignant et les arts plastiques. Voilà. Merci. Donc, il y a également une feuille d'émargement que vous pouvez utiliser. Je vous mets le lien sur le chat. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien et marquer votre nom, prénom et votre établissement. Cette feuille d'émargement permet d'avoir cette formation inscrite dans votre profil e-twinning, donc e-twinning live. Et ça peut être important si votre établissement est éligible pour un label qui s'appelle eTwinning School, et ça fait partie des critères qu'il y ait au moins 2 enseignants qui aient participé à une formation qui soit inscrite dans eTwinning. Donc là, les visioconférences, c'est le cas à partir du moment, bien sûr, où vous êtes présent et que vous signez cette feuille d'émargement. Donc je la remettrai un petit peu plus tard également dans le chat au cours de cette visioconférence. Je vous laisse commencer. Il me semble que c'est Cécile. Tu vas commencer la présentation. Oui. Alors, donc la présentation va avoir lieu en 4 temps. Nous allons d'abord vous présenter comment démarrer le projet du côté des enseignants, puis comment démarrer le projet du côté des élèves. Enfin, quelques pistes sur les activités du projet avec les thèmes implication, interaction, communication et collaboration qui sont essentiels. Enfin, nous parlerons également de la façon de terminer le projet avec des productions finales, une évaluation, mais également la dissémination du projet qui est très importante. Alors, la présentation va être illustrée par des exemples issus de nos 2 projets. Démarrer le projet du côté des enseignants. Alors, bien entendu, quand vous faites la demande de création de TwinSpace, vous devez renseigner une description du projet, mais il est également très souhaitable de remettre une description du projet sur une page du TwinSpace, ce qui permet une grande lisibilité pour les personnes qui le consulteraient. Alors là, j'ai pris comme exemple donc le projet pour lequel j'ai été primée. Donc l'objectif principal, qui tient en quelques phrases, l'âge des élèves concernés, la durée du projet, le début et la fin, sachant que là, avec la période de Covid, le projet a duré un petit peu plus longtemps qu'avril. On a dû le mener jusqu'en juin pour pouvoir le terminer.
Et enfin, les pays concernés par le projet. Voilà. Donc, par exemple, nous avions 12 pays, les 6 projets les 6 pays du projet Erasmus, ainsi que 6 pays invités. Alors, d'après vous, donc, on va vous demander de participer. Quelles sont pour vous les clés d'un projet Erasmus+ réussi du côté des enseignants? Donc, nous vous invitons à aller mettre vos idées dans le Answer Garden, dont la référence s'affiche. Je pense que Sylvain vous mettra le lien également sur le chat. Alors, je vais aller récupérer le lien, effectivement. Donc voilà, vous avez le lien normalement qui est accessible sur le chat. Voilà. Et vous pouvez saisir vos idées. Alors, il y a déjà quelques réponses qui s'affichent. Le suivi, la communication, la collaboration, l'accompagnement. Voilà, n'hésitez pas à continuer à rentrer des mots-clés. Donc sur le lien qui est présent sur le chat. Alors, communication et collaboration apparaissent en gros, ce qui semble et tout à fait pertinent que ce soit les choses vraiment importantes. Alors, partage d'idées, travail en équipe, télécollaboration, surtout par les temps qui courent avec la crise de la Covid, planification, progrès des élèves, participation des élèves, engagement, équipe motivée, suivi, programmation, partenaire, accompagnement, plaisir. C'est vrai que c'est important. Il faut prendre du plaisir à faire participer à un projet. Si c'est ressenti comme une contrainte, ça s'arrête vite. Voilà. Alors, effectivement, les thèmes qui ressortent beaucoup, collaboration, communication, préparation, c'est exactement les choses auxquelles nous avons pensé. La planification du projet est essentielle. Il faut que chacun sache quelles sont les actions qu'il va devoir mener, à quelle échéance, même si bien entendu on se garde une souplesse et c'est très important d'avoir une souplesse par rapport aux contraintes de chaque pays. Si je reprends l'exemple, eh bien, en ce moment, nous étions en vacances de la Toussaint, alors que dans d'autres pays partenaires de mon projet, ils n'avaient absolument pas de vacances. Donc là, il faut bien entendu avoir une souplesse. Mais la planification est importante. Alors moi, je pense qu'un outil collaboratif, c'est vraiment un bon outil afin que chacun puisse bien sûr lire et également annoter, partager. Le deuxième point que vous avez relevé et qui semble également très, très important, c'est la communication entre les enseignants, entre les coordonnateurs du projet, dans un premier temps. Alors, vous voyez que j'ai mis une copie d'écran. Donc, avec mes partenaires du projet, nous organisons une réunion virtuelle dans TwinSpace. Chaque mois, c'est un minimum.
Cela permet aussi de récapituler les choses, à chacun de se refaire son petit planning, de clarifier des choses qui ne seraient pas claires. Et ce n'est pas toujours une question de compréhension de la langue, mais c'est aussi avoir bien compris ce qu'on attend les uns des autres. Donc, c'est absolument essentiel pour un projet réussi. Je vais laisser la parole à Serge pour la suite. Merci Cécile pour ton intervention qui était tout à fait pertinente et que je rejoins complètement. Donc effectivement, comme l'a dit ma collègue, il est essentiel avant de démarrer le projet d'avoir déjà avoir un calendrier prévisionnel des activités qui intègre les périodes de vacances de chaque pays qui participe, effectivement, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Également, de prévoir des réunions, ne serait-ce que mensuelles ou bimensuelles, pour se tenir au courant de l'avancée du projet, tout simplement parce que chacun va avancer plus ou moins à un rythme différent. Je prends un exemple. Moi, dans ma discipline, l'espagnol, voilà, je vois mes élèves en moyenne 2 heures et demie par semaine, voilà. Mais si je collabore avec un partenaire allemand, peut-être que au lieu de voir sa classe 2 heures et demie par semaine, il va voir sa classe 4 heures par semaine, ce qui veut dire que il aurait la possibilité à un moment donné d'avancer plus vite que moi. Donc voilà, il faut vraiment se laisser du temps, mais clarifier ces détails, comme à force justement souligné Cécile. Donc là, du côté des enseignants, démarrer le projet aussi, donc c'est la diapo maintenant que nous avons sous les yeux, c'est définir ensemble les objectifs et les compétences qui vont être travaillées par nos élèves au cours de ce projet. Dans mon cas, je suis enseignant dans le second degré et les projets que je mène sont interdisciplinaires, c'est-à-dire que ils se font dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires et on est plusieurs collègues à travailler sur le projet et ça veut dire que chacun à son échelle doit pouvoir réfléchir à quelles compétences, quel sens on va donner au projet et c'est nécessaire de les partager aussi avec les partenaires et dans la mesure du possible, même s'il n'a aucune obligation en réalité institutionnelle là-dessus, mais d'avoir des objectifs de compétences travaillées. Alors là, je vous ai mis une grille, un exemple de grille que nous avons élaboré avec mes partenaires, donc de compétences travaillées sur le projet. Voilà, on a comprendre et s'exprimer en langue étrangère. Donc ça veut dire que tout au long du projet, on va travailler sur de l'expression écrite. Voilà. Et ensuite, dans l'expression écrite, on peut cibler une compétence précise et également, par exemple, de la compréhension écrite, puisque il faut comprendre les instructions qui vont être données dans la langue cible et être capable de les exécuter. Voilà. Donc sur une activité donnée, on a créé une grille d'évaluation. Nous allons également réfléchir aux compétences qui peuvent être transversales, puisque s'agissant de projets interdisciplinaires, c'est une bonne chose de aussi l'avoir en ligne de compte. Quelles compétences du socle, outre les compétences disciplinaires, nous allons pouvoir aborder. Et là, bien sûr, j'ai mis sur cet exemple les méthodes et les outils pour apprendre. Donc, nous avons mis organisation du travail
personnel, c'est-à-dire que les élèves, est-ce qu'ils sont capables de s'organiser pour répondre à l'activité qui est présentée. J'ai mis en dessous utiliser les outils numériques pour communiquer et échanger. Donc une deuxième sous-compétence dans ce domaine du socle qui sera travaillée plus particulièrement. Donc ce que je voulais dire, pour bien démarrer le projet, donc avoir un calendrier prévisionnel, créer des activités, activité 1, activité 2, activité 3, etc. Pour chacune des activités, réfléchir avec ses collègues partenaires ou avec ses collègues si on est dans un projet interdisciplinaire, donc au sein du même établissement, à déterminer ensemble des objectifs de compétences qui vont être travaillés par les enfants, par les élèves, et donc des compétences à la fois disciplinaires et compétences qui sont transversales. Tout ça pour rentrer tout simplement dans nos programmes, puisque quand on fait un projet Erasmus ou qu'on fait un projet e-twinning, on est en train de faire avec nos élèves, on est en train de leur enseigner notre programme scolaire. Alors, moi, en tant qu'enseignant d'espagnol, je trouve que ça fait vraiment sens pour mes élèves d'être exposés voilà, à la langue cible de cette façon, puisque au lieu de se présenter pour se présenter devant les camarades au sein de la classe, ils vont devoir se présenter pendant une visioconférence et ils vont avoir en face d'eux des gens qui vont les écouter et qui vont ensuite devoir travailler avec eux et que ça va intéresser. C'est tout simplement donner du sens à notre enseignement auprès des élèves. Et tout ça, c'est parce que voilà, chaque activité, elle a été créée en fonction de compétences qui sont ciblées et qui vont donner du sens à tout ce qu'on fait dans notre enseignement disciplinaire. Voilà, je pense qu'on pourrait passer à la diapositive suivante. Donc pour démarrer le projet, toujours cette fois-ci du côté des enseignants, le deuxième aspect, bien sûr, c'est une fois que nous avons planifié les activités que nous souhaitons effectuer avec nos élèves, on a déterminé le calendrier prévisionnel, avec dire par exemple en septembre, on va faire l'activité 1 et l'activité 2, en octobre, ce sera l'activité 3 et l'activité 4, etc. Nous allons nous répartir les tâches entre les enseignants. Donc ça va passer, comme vous voyez dans l'exemple que vous avez ici, par des visioconférences, des échanges donc, entre les enseignants partenaires, pour nous répartir le travail. Le travail, il va consister en quoi? Il va consister à créer les activités sur l'espace de travail qui est le Twin Space. Donc, c'est notre espace de travail commun. Et donc, qui va créer sur le Twin Space l'activité 1, par exemple. Et donc, entre les 3 enseignants que vous avez ici présents sur l'image, nous avons décidé que l'activité 1, ce serait moi qui allais la faire. Donc, sur cette page d'activité 1 de Twin Space, ensuite, je vais présenter les objectifs de l'activité, les modalités de réalisation de l'activité, avec toutes les explications et toutes les consignes qui vont servir aux élèves pour le travail. Je vais inclure, bien entendu, également sur cette page support, les critères de réussite de l'activité, les compétences, puisque je vous ai parlé tout à l'heure des compétences qui allaient être travaillées par les élèves, voilà, les compétences disciplinaires, les compétences transversales, aussi bien maintenant depuis cette année et la mise en place de PIX, et de la certification PIX, du cadre de référence numérique. Je mets également, à titre indicatif, les compétences numériques
qui sont travaillées sur chacune des activités. Donc, la répartition des tâches, voilà, pour résumer, une fois que nous avons discuté qui va faire quoi, donc l'enseignant, il va créer l'activité support sur le TwinSpace, il va donner les consignes explicatives, il va insérer les critères de réussite pour les élèves et va rappeler les compétences qui ont été travaillées, les compétences disciplinaires, les compétences transversales. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour, donc voilà, nous attendons vos questions. Alors, il y avait une première question. Combien faut-il qu'il y ait de partenaires minimum pour un projet? Je peux répondre, hein, sur eTwinning, il faut être au moins 2 partenaires. Et pour Erasmus, de la même façon, il faut être au moins 2 partenaires, c'est le minimum. Voilà, donc ensuite, là j'ai une question, je vais y répondre. J'aimerais mettre en place un projet en milieu universitaire. Est-ce possible avec eTwinning? Donc eTwinning, c'est une action qui correspond à l'éducation formelle du premier et du second degré. On accepte en France également les BTS parce qu'ils sont hébergés dans des lycées. Mais en revanche, donc c'est enfin toutes les structures qui correspondent à des lycées agricoles, à des CFA, donc centres de formation d'apprentis, etc., peuvent s'inscrire à eTwinning. En revanche, dès qu'on arrive au niveau supérieur, au niveau universitaire, les inscriptions ne sont pas possibles normalement dans eTwinning. Une autre question, et peut-être Serge ou Cécile, vous allez pouvoir répondre. Qu'appelle-t-on des activités hybrides? Bon, faut se mettre d'accord, je sais pas, tu me laisses répondre, Cécile, ou tu veux répondre peut-être? Alors, Cécile, du coup, j'ai désactivé ton micro et je ne peux pas le réactiver directement, donc il faudrait que... Je vais répondre alors. Oui. Alors, ce qu'on appelle donc des activités hybrides, ce sont des activités qui vont prévoir un temps de travail qui va être réalisé nécessairement à distance, voilà, et sur donc une durée asynchrone, hein, une durée déterminée, mais donc de manière asynchrone, et qui va culminer sur des activités qui vont être réalisées en présentiel, donc soit dans le cadre de mobilité, clairement, dans le cadre de Erasmus, c'est notre collège qui va accueillir un groupe de partenaires pour réaliser des activités dans le cadre d'une mobilité. Ou maintenant, on peut aussi envisager des mobilités virtuelles avec des activités qui pourraient être plus synchrones, type visioconférence avec les partenaires sur une demi-journée, avec différents ateliers voilà, qui pourraient être réalisés, par exemple, avec un outil performant comme Microsoft Teams, où on peut créer une visioconférence et dans cette visioconférence créer différents sous-ateliers et passer d'un atelier à un autre pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc on pourrait être aussi là dans le cas d'une mobilité hybride qui est assez d'actualité en vue de la crise qui nous affecte tous à l'heure actuelle du Covid-19. Alors, je continue, hein, on a plusieurs questions. Donc, c'est possible de voir un exemple concret d'une activité sur le TwinSpace. Alors, peut-être que tout à l'heure, vous pourrez partager votre écran et montrer votre TwinSpace. Je vais mettre un lien ici sur le chat. C'est un lien qui mène en fait sur des projets eTwinning qui ont été scénarisés.
Si vous voulez aller voir les projets tous les ans aussi de concours national, vous pouvez consulter le site etwinning.fr et vous allez retrouver les liens vers les TwinSpace des projets. Il y a une catégorie Erasmus+, donc vous pourrez trouver des projets qui sont à la fois eTwinning et Erasmus+. Donc, et donc voilà pour cette question-là. Ensuite, est-il possible d'inviter un pays hors Union européenne? Alors, en ce qui concerne la partie Erasmus+, non, puisqu'il y a des financements. En fait, les financements de mobilité, c'est vraiment que pour les pays européens. Enfin, il y a 33 pays qui sont concernés. En ce qui concerne... alors, quand je dis non, en fait, c'est un peu plus large que l'Union européenne, du coup, 33 pays. En ce qui concerne, comment dire, eTwinning, donc on a 44 pays européens et du voisinage de l'Europe qui sont concernés et qui peuvent s'inscrire dans eTwinning et donc rechercher des partenaires, se mettre en projet directement avec des partenaires. Donc ça, c'est cette phase-là. En revanche, si vous avez, vous, des contacts avec des pays qui sont hors de ces 44 pays, vous pouvez tout à fait ouvrir le projet avec un partenaire donc européen ou du voisinage de l'Europe et ensuite directement dans le projet inviter d'autres enseignants de pays tiers donc qui ne sont pas partenaires d'eTwinning, mais vous n'allez pas les trouver dans eTwinning, hein, vous allez vraiment les trouver par vous-même en fait. Peut-on commencer un projet à n'importe quel moment de l'année scolaire? Alors, enfin, ce qui concerne Erasmus+, vous allez avoir des dates qui sont des dates un petit peu butoirs, même si là, avec les nouvelles, comment dire, le nouveau programme européen à partir de 2021, les choses changent un petit peu, donc là, je peux pas être très précis là-dessus. En revanche, pour eTwinning, vous allez pouvoir créer un projet quand vous voulez. C'est vraiment très souple. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez, la fréquence des échanges. Ça peut être sur vraiment quelques échanges ou sur plusieurs années. Donc, vous êtes très, très libre sur le fait d'ouvrir un projet à un moment ou à un autre et sur la durée. Alors, soyons clairs, hein, pour ce qui est eTwinning, on a énormément de souplesse, c'est-à-dire qu'on peut vraiment ouvrir un projet, comme disait Sylvain, à n'importe quel moment. Attention, sur Erasmus, hein, il y a des dates butoirs hein, qui correspondent donc aux appels de financement, au moment où on va recevoir la subvention, hein, et au moment où elle est prévue de se terminer. Hein. Donc, parce que votre établissement scolaire va devoir signer un contrat, donc un contrat avec les différentes parties entre notre établissement et l'agence Erasmus française, voilà, nationale, donc, au nom de l'Union européenne. Mais donc, à partir du moment où on a un contrat, on a une date de début et une date de fin, et bien sûr, on a des comptes à rendre, ce qui n'est pas le cas de eTwinning, où en réalité, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus souple. On ne s'engage pas, puisqu'il n'y a pas d'argent qui nous a été officiellement donné, donc on n'a pas réellement d'engagement. Il faut voir que Erasmus, on nous confie beaucoup d'argent, et bien sûr, l'Union européenne est en droit de nous demander des comptes sur ce qu'on en a fait, et est-ce qu'on a bien respecté ce qu'on a annoncé, et est-ce que l'argent a été dépensé dans les clous, etc. Voilà, donc ce qui est important de savoir, donc c'est, si vous voulez faire quelque chose de vraiment très souple, eTwinning, c'est vraiment parfait. À partir du moment où vous êtes sur Erasmus, évidemment que là, on ne peut pas commencer n'importe quand, et on a des comptes à rendre puisqu'on nous a confié une importante somme d'argent. Alors, donc la question suivante, je crois qu'il y en a encore beaucoup. Donc, pouvez-vous nous montrer comment mettre les activités en ligne sur le TwinSpace? Alors, je ne sais pas si, en fait, faire voir un TwinSpace, c'est ça que vous voulez. Sinon, il y a eu, si c'est une question un peu plus technique de manipulation, une visioconférence a eu lieu et je vous ai mis dans le chat, là, je vous mets dans le chat le lien vers cette visioconférence de l'utilisation en fait d'eTwinning, donc des possibilités d'eTwinning. Alors, il faut que je remonte du coup dans le chat pour savoir les dernières.
J'ai demandé, alors ça c'est une question de maintenance, l'ouverture d'un TwinSpace pour notre projet le 7 octobre. Au bout de combien de temps y a-t-il une réponse? En fait, c'est vrai que quand vous ouvrez un projet e-twinning, il faut que les bureaux nationaux des deux partenaires qu'on appelle les fondateurs valident le projet. Généralement, c'est fait à peu près du jour au lendemain, ou il faut attendre quelques jours au maximum. Ça dépend aussi s'il y a des congés. Enfin voilà. En revanche, si ça n'a pas été validé depuis le 7 octobre, ça veut dire que quand vous avez soumis votre projet e-twinning, votre partenaire fondateur doit accepter de se mettre en projet avec vous, et c'est probablement qu'il n'a pas accepté de se mettre en projet. Du coup, nous, les bureaux nationaux, ne voient pas le projet. En fait, ils n'ont pas le projet à valider puisqu'il n'a pas encore été accepté, donc on ne voit pas encore ce projet en attente. Si je peux me permettre une petite réflexion par rapport à mon expérience personnelle, voilà. Ça dépend aussi du pays partenaire fondateur avec lequel vous faites le projet. Je sais qu'en Espagne, ils mettent beaucoup de temps à étudier les projets parce qu'en fait, ils ne fonctionnent pas comme nous. C'est très hiérarchisé. Donc la demande, elle est faite au bureau national, mais le bureau national, ensuite, il doit avoir la validation par les autorités, alors je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est académique, qui demande elle-même la validation aux autorités de l'établissement qui est demandeur, en fait. Voilà. Et donc, il y a une espèce de plusieurs strates hiérarchiques par lesquelles il faut passer avant que on ait le feu vert complet, quoi. Voilà. Donc oui, ça c'est au niveau de l'Espagne, tu as tout à fait raison. C'est vraiment le cas unique de fonctionnement où c'est le chef d'établissement qui doit valider. Oui. Alors en fait, cette chaîne, pour aller vers le chef d'établissement, ça va très vite, il n'y a pas de souci. Mais du coup, l'enseignant espagnol, on peut conseiller, si le projet n'est pas validé, d'aller voir son chef d'établissement, de lui demander en fait de donner sa validation pour que le projet soit ouvert. Donc, autre question, comment avez-vous trouvé vos partenaires? Par le lien personnel ou en posant une annonce sur eTwinning? Je vous laisse répondre. Peut-être Cécile? Oui, je vais répondre. Alors, avant de me lancer dans un projet Erasmus+, j'ai fait plusieurs projets eTwinning. Je pense qu'il est très important de se lancer d'abord dans un projet relativement modeste. Quand je dis modeste, c'est pas trop long, avec un nombre d'activités pas trop important, afin de voir si le contact passe bien avec le partenaire, si le partenaire respecte les délais, par exemple, s'il est fiable, s'il est apporteur d'idées, etc., etc. Ces choses-là sont très importantes. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance dans la personne avant de se lancer dans des mobilités où on peut avoir des impacts beaucoup plus importants. Si tout se passe bien, ça va parfaitement, mais on peut avoir quelques petits soucis matériels, etc. Et il faut voir comment les personnes vont réagir. Donc, vraiment, mon conseil, ce serait de d'abord faire des projets e-twinning avec les personnes et voir comment ça fonctionne. Trouver un partenaire e-twinning, effectivement, il faut aller sur eTwinning Live et il faut lire les forums. J'ai commencé comme ça, tout simplement. J'ai lu les forums, j'ai trouvé un sujet qui m'intéressait, c'est parti. Et puis, il faut aussi accepter de faire quelques projets qui peut-être ne fonctionnent pas avant de trouver les personnes avec qui on est vraiment à l'aise pour travailler. Je vais rejoindre tout à fait ce qu'a dit Cécile. Donc là, si aujourd'hui on parle avant tout quand même de projets e-twinning qui sont menés aussi sur le plan Erasmus, moi je suis venu à Erasmus en partant d'e-twinning. Voilà, je suis d'abord un e-twinner expérimenté. J'ai les deux projets, parce qu'en fait je fais deux projets en réalité Erasmus+ cette année que je fais. Ils sont déjà été testés en simple projet e-twinning. Alors, ça nous a permis déjà de vérifier que nos idées étaient bonnes, d'adapter, par exemple, rejeter des idées qui n'étaient pas bonnes d'activité, tout simplement,
au moment de l'écriture de notre projet Erasmus, voilà, on a pu affiner et on a pu intégrer la plus-value de ce que c'est qu'une mobilité. Parce que la mobilité dans votre projet, elle doit faire sens et elle doit se justifier en regard de l'ensemble du projet que vous menez. Un petit peu comme les pièces d'un puzzle qui doivent s'emboîter les unes dans les autres. On voit bien que les activités qui vont être menées à distance vont aboutir à une production, une réalisation concrète à un moment lors d'une mobilité, par exemple. Voilà. Donc, on va intégrer distanciel et effectivement présentiel lors des mobilités. Mais avant d'en arriver là, je veux dire que la base, je pense, d'un bon projet Erasmus, c'est d'avoir un partenaire qui est fiable. Comment savoir qu'un partenaire va être fiable? Tout simplement parce qu'on a déjà testé auparavant sa fiabilité sur la plateforme eTwinning à travers d'un projet moins ambitieux, plus modeste, plus flexible aussi, au cours duquel on va pouvoir tester pas mal d'idées et qui va nous faire permettre d'acquérir beaucoup d'expérience et être vraiment prêt au moment venu de réaliser un bon projet Erasmus. Merci. Donc, on a encore plusieurs interactions dans le chat, donc on va essayer de répondre à tout. Je rejoins la réunion. Peut-on faire un e-twinning avec des entreprises dans le cadre d'un projet Erasmus K1? Alors, juste une toute petite remarque sur le K1, on ne sait pas de quel K1 il s'agit, c'est-à-dire est-ce que c'est l'ancien programme ou est-ce que c'est le nouveau, puisque en fait, ce qui correspond à des mobilités d'élèves maintenant, enfin dans le programme 2021, ça va être dans le K1 en fait. C'était dans le K2 avant, maintenant c'est, enfin les échanges scolaires étaient dans le K2. Maintenant, en fait, pour des mobilités d'élèves, quand si le projet est à but de mobilité d'élèves, on se retrouve dans du K1. Mais ce n'est pas tout à fait la question. Donc, c'est en fait au niveau des entreprises, dans un projet, effectivement, les entreprises ne vont pas pouvoir s'inscrire, enfin, je parle du côté eTwinning, ne vont pas pouvoir s'inscrire dans eTwinning, puisqu'ils ne sont pas personnels de l'éducation. En revanche, il est tout à fait possible de leur créer un compte invité dans le projet, donc pour qu'ils puissent voir le projet. Effectivement, ils auront des droits limités malgré tout dans ce TwinSpace. Oui, je savais pas trop comment prendre la question, mais si c'est dans le sens que tu dis, Sylvain, moi, dans un des deux projets, je fais un projet, c'est pas du tout celui dont je parle aujourd'hui normalement, mais je fais un projet avec de la robotique sur le niveau 3e, voilà, et dans notre programme d'activité, au moment des mobilités, nous avons fait le choix d'aller visiter des entreprises qui utilisent des robots, voilà, programmables, donc dans leur entreprise, voilà, et dans leur usine, pardon. Et c'était intéressant de montrer aux élèves du projet à quoi servaient les compétences qu'on était en train de leur faire acquérir. Et donc, oui, on avait créé aussi voilà, un compte invité pour l'entreprise, pour qu'elle puisse voir un petit peu ce qu'on avait fait, et que les élèves, éventuellement, ils puissent poser des questions à l'entreprise, et l'entreprise y répondre via ce canal. Voilà, mais c'était enrichissant, mais c'est pas du tout prévu à la base pour être fait comme ça. Mais c'est pas complètement exclu qu'on puisse intégrer le monde de l'entreprise et le monde professionnel dans un projet, à condition de l'avoir pensé, et c'est de donner des objectifs en cohérence avec notre projet. Voilà. Merci. Donc, dans votre projet, ça s'adresse directement à toi, Serge. Dans votre projet, je suppose, basé sur la langue espagnole, combien de collègues différents ont participé et de pays, de quelles origines étaient les pays? Alors, déjà, dans mon établissement, j'ai bien précisé que c'était un projet interdisciplinaire. Voilà. Alors, donc,
outre l'espagnol, vous avez compris, il y avait l'éducation musicale, voilà, et les arts plastiques. Donc on était 3 enseignants de 3 disciplines différentes. Mais c'était donc c'était une thématique transversale, c'est-à-dire une problématique qui est valable dans les 3 pays partenaires, donc l'Allemagne, la France et l'Espagne. Donc la langue de communication sur le projet était bien l'espagnol, hein, même si on a travaillé avec un partenaire allemand. Et donc notre thématique transnationale était celle du harcèlement scolaire, donc en interdisciplinarité. Et donc, pour le partenaire allemand, outre la prof d'espagnol, hein, en Allemagne, il y avait aussi une collègue d'art plastique, voilà, et d'éducation musicale. Et pour la partie espagnole, on était aussi dans un cadre interdisciplinaire, puisqu'il y avait également un enseignement musical, par contre pas en art plastique, parce que c'était l'enseignant, parce que ils sont en primaire, ils n'ont pas forcément des enseignants spécialisés pour ça. Mais voilà, c'est enrichissant. Et outre, je veux dire que disciplinaire, mais dans le projet également la psychologue scolaire, voilà, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale de l'établissement, l'enseignante documentaliste, hein, donc le CDI, voilà, puisqu'il y avait de la recherche aussi documentaire qui était faite, et ce qui fait que effectivement l'impact dans l'établissement, l'implication des personnels était aussi relativement importante sur ce projet. J'ai oublié de nommer, excusez-moi, la conseillère principale d'éducation du collège aussi a été absolument ravie, puisque nous faisons des actions nationales, comme par exemple demain, vous savez tous, c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire, et dans le cadre du projet que je mène et que je vous présente aujourd'hui, nous allons faire une action dans mon établissement en rapport avec cette thématique, bien entendu. Voilà. Alors, une autre question peut-être. Pardon, je n'avais pas mis mon micro. Donc, est-ce que plusieurs professeurs, plus de 2, peuvent être administrateurs du TwinSpace? Si oui, comment les ajouter? Donc, je vais y répondre tout de suite. Effectivement, il est possible de faire que les fondateurs, donc les 2 personnes qui ouvrent le projet eTwinning, donnent des droits administrateurs directement dans le TwinSpace aux enseignants, à tous les enseignants ou aux enseignants qu'ils souhaitent, tout simplement dans la partie membres du TwinSpace. Il est possible de faire cette opération. Il est possible également de faire cette opération sur eTwinning Live. Sur eTwinning Live, ça sert simplement à faire que les enseignants et d'autres. Hein, c'est sur eTwinning Live que cela se fait pour des enseignants qui peuvent s'inscrire à eTwinning. Donc c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le bureau national à contact@etwinning.fr et on vous répondra. Il y a même plus de souplesse qui est prévue sur le TwinSpace, puisqu'on peut donner des droits d'administrateur également à des élèves. Voilà. Donc des élèves en qui on estime pouvoir avoir confiance, ou pour les responsabiliser tout simplement, ils peuvent gérer eux-mêmes un forum, créer des activités ou gérer une activité. Voilà. Oui, donc à ceci près, effectivement, que l'élève administrateur n'aura pas exactement non plus les mêmes droits que l'enseignant administrateur, malgré tout. Hein. Donc, quelle est la différence alors? Je vais vous essayer peut-être de répondre assez rapidement parce que l'heure tourne assez vite. Quelle est la différence ou la valeur ajoutée qu'apporte une mobilité Erasmus+ par rapport à un voyage scolaire normal? Alors, c'est une très bonne question. Je vous laisse essayer d'y répondre. Je vais commencer. Alors, dans un voyage scolaire, on va emmener toute une classe. Dans une mobilité Erasmus+, on va la plupart du temps ne pas avoir le budget pour emmener en mobilité toute la classe.
il va falloir considérer les enfants qui partent comme des ambassadeurs qui vont aller mener une activité donc, dans un autre pays et qui vont revenir et transmettre à leurs camarades ce qu'ils ont appris. Et ça rejoint tout à fait la question de la mobilité hybride qui était posée tout à l'heure, c'est que pour impliquer tous les enfants dans le projet, que ce soit des enfants jeunes ou plus âgés, qu'ils restent à l'école ou qu'ils partent sur certaines mobilités, il faut absolument qu'il y ait des activités à la fois à distance et des activités en présentiel. Je vais rejoindre ma collègue. Alors, je n'ai pas tout à fait complètement le même point de vue. Moi, je fais des projets Erasmus qui sont des projets classe et mon but, même si je suis d'accord avec Cécile, la subvention Erasmus ne permettait pas forcément d'emmener tous les élèves, hein, mais avec, enfin, on peut demander une petite participation aux familles de l'ordre de 50 ou 100 euros qui permettent vraiment d'emmener tous ceux qui le souhaitaient. Enfin, dans mon cas, ça a été possible l'année dernière et on a emmené tous les enfants. Et effectivement, la vraie plus-value, pour moi, elle se situe effectivement sur le fait qu'un voyage scolaire dans l'acceptation classique, c'est allez, on va à Madrid et on va visiter Madrid, on va visiter tel musée, on va faire telle sortie, on va aller dans tel parc, etc. Là, dans Erasmus, on est dans quelque chose qui est complètement différent parce que le voyage, il ne se fait pas dans un but purement touristique, il se fait dans le cadre d'un projet et dans le cadre d'un échange. Elle est là, la plus-value. Nous avons été reçus par nos partenaires pendant une semaine. On a été dans leur salle de classe, on a fait des ateliers, on a fait des productions concrètes, et ça aurait été tout simplement inconcevable dans un voyage classique. Ça ne nous a pas empêché de faire des activités culturelles et de faire également du tourisme, mais la plus-value, elle se situe dans la rencontre avec l'autre. Au-delà du voyage touristique, on est tous dans le car et on regarde voilà le beau tableau ou le beau musée. Non, il y a une rencontre avec des élèves, avec des pairs que vous ne trouverez pas dans un voyage scolaire classique, si c'est de cette façon-là que vous entendiez votre question. Hein. Il y a une vraie plus-value sur Erasmus parce qu'il y a un partenariat et il y a une rencontre. Et effectivement, des activités qui sont prévues sur l'ensemble de l'année, évidemment. Donc, je crois qu'on a répondu en même temps à la question qui était corollaire. Quelle est la plus-value du tuning à un projet Erasmus+. Donc, je pense que vous avez répondu également. Auriez-vous des exemples de projets avec mobilité Erasmus+, avec des élèves de cycle 2, avec cycle 3 collégien et des écoles à l'étranger? Donc, cycle 2, cycle 3 collégien, école à l'étranger. Donc, ça fait beaucoup de paramètres. Donc là, faudrait rechercher. Cécile, ton projet, c'est entre quoi et quoi? Alors, c'est cycle 3. Mon projet, c'est cycle 3. Donc, ça concerne CM1, CM2 et l'équivalent dans nos pays partenaires. Des enfants plus jeunes, c'est possible. Après, il faut qu'il y ait une acceptation de la part des parents, le fait de partir à l'étranger en fonction du pays partenaire. Dans le projet auquel je participe, on a des partenaires en Bulgarie, en Roumanie, en Finlande. Donc, il faut que les parents acceptent que leurs enfants partent aussi loin, ce qui n'est pas toujours évident avec des jeunes enfants. Voilà. Mais par contre, c'est possible. Et sur des projets e-twinning, alors là, c'est totalement possible dans un premier temps, et même avec des enfants de maternelle. Il y a des projets formidables qui ont été menés.
Oui, moi j'ai en tête comme ça plus des projets e-twinning, un projet par exemple, enfin qui peut se faire entre école et collège. On peut trouver ça, mais après il faudrait réellement faire des recherches. Dans mon cas précis, en fait, le partenaire espagnol du projet dont on parle aujourd'hui est du cycle 3, puisqu'il a des élèves. En France, il serait au collège, puisque ce serait des équivalents du 6e, et les 6e sont en cycle 3. Et moi, mes élèves, ils sont en cycle 4, puisque l'enseignement de LV2 commence en cycle 4, c'est-à-dire en 5e. Alors, c'est un projet un petit peu Oui. interdegré à ce niveau-là. Oui, il semble très important de raisonner plutôt par rapport à l'âge des élèves que par rapport à nos références cycle 3, cycle 4, puisqu'effectivement, l'organisation scolaire dans les autres pays n'est pas du tout la même. Mais en raisonnant en âge, on est beaucoup plus sûr de tomber juste. Alors, une question. Notre établissement est coordonnateur d'un projet Erasmus+, et nous devons faire une mobilité virtuelle. Ma question doit-elle se dérouler comme prévu, à savoir durer les mêmes activités? En fait, je crois que la question, c'est qu'elle devait être prévue avec des déplacements et donc là, par la situation que l'on connaît, les déplacements ne peuvent pas se faire. Donc du coup, elle est transformée en activité à distance. Et donc la question, c'est est-ce que on fait la même chose à distance qu'en présence? Alors, je ne vais pas vous rassurer, mais je me pose à peu près le même genre de questions. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté tout à l'heure mon intervention, mais a priori, de toute façon, il faut essayer de la transformer en activité virtuelle, effectivement, sachant que seuls 15% des coûts qui sont affectés au soutien individuel. Donc là, c'est un petit peu technique pour ceux qui ne connaissent pas du tout Erasmus, ça ne va pas vous parler. Les seuls 15% donc, des coûts individuels de soutien, c'est-à-dire la subvention qui avait été accordée pour les participants, pour les loger et les nourrir sur place, en réalité. Donc, seuls 15% de cette somme-là peut être attribuée à la mobilité virtuelle. Voilà. Et donc, ensuite, est-ce qu'il faut lui donner un début et une fin? Je me suis posé la même question et pour l'instant, l'Agence nationale n'a pas vraiment su me répondre. Donc, elle m'a demandé de leur envoyer un email, tout simplement sur le site Pénélope, pour leur présenter la situation. Voilà, moi, je vous renvoie aussi à l'Agence nationale pour mieux vous aider. Donc la question suivante correspond au calendrier des candidatures pour Erasmus. Et là, je vais vous mettre un lien vers une visioconférence, vers la précédente visioconférence que nous avons fait avec l'agence Erasmus+. Et vous allez certainement trouver vos réponses à cet endroit-là. Ensuite, alors, il faut que je retrouve les questions. J'avais une question qui correspondait à qu'est-ce que les activités virtuelles, mobilité virtuelle, c'est-à-dire en fait les mobilités virtuelles, ce qu'on appelle mobilité virtuelle, c'est des activités à distance tout simplement, c'est pas plus compliqué que cela. Je regarde les autres interventions. Pour les demandes d'accréditation Erasmus+, existe-t-il des documents guides pas à pas? Donc là, je vous ai mis en lien la visioconférence. Peut-être qu'on peut trouver un lien vers le site Erasmus+, qui permettra de donner la réponse. En tout cas, sachez qu'il y a dans chaque académie la DAREC, la délégation académique aux relations européennes, internationales et à la coopération. Donc, au rectorat, vous allez pouvoir contacter la DAREC pour avoir toutes les informations un peu pratiques de ce type-là pour Erasmus+.
Alors, qu'y a-t-il d'autre? Comment avez-vous fait pour trouver des partenaires Erasmus? On a déjà peut-être abordé la question. Vous avez dans eTwinning des forums de recherche de partenaires et il y a des forums qui sont spécialisés pour la recherche de partenaires avec des mobilités, donc des partenaires Erasmus+. Oui, et je rappelle juste ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Cécile. À mon sens, avant de se lancer sur un projet Erasmus, c'est bien d'avoir déjà testé les partenaires sur un simple projet e-tuning sur une première année, c'est-à-dire ça serait sur N-1. Hein, et ensuite, à l'issue de ce bilan de cette première année d'activité, en fonction de votre satisfaction réciproque, pouvoir vous lancer dans quelque chose. Alors, autrement, effectivement, comme l'a dit Sylvain, on a un forum dédié sur eTwinning Live qui peut servir. Maintenant, on ne sait pas forcément à qui on va avoir affaire, donc avec les réserves que j'émets sur ce forum. Donc, on a une réponse sur le guide de l'accréditation qu'on peut trouver sur Pénélope Plus. Donc, je vois ça sur le chat. Effectivement, c'est sur le site Pénélope Plus que vous allez trouver des informations sur Erasmus+, bien sûr. Peut-on faire un e-tuning avec des entreprises pour les mobilités stages en entreprise, en lycée professionnel? On peut tout à fait donc, ouvrir un TwinSpace, donc un espace de projet dans ce cadre-là. Donc il n'y a pas de souci. Si vous en avez l'utilité, effectivement, ce sera accepté. Quelles sont les clés pour un projet réussi du côté élève et ou étudiant? Donc peut-être que vous pouvez apporter des réponses. C'est peut-être la suite de la présentation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc on va aller sur la suite de la présentation. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses écrites sur le chat. J'ai inscrit des élèves comme membres du TwinSpace, mais je ne sais pas comment ils peuvent publier leur présentation. Donc les élèves membres du TwinSpace peuvent tout à fait, si c'est des présentations, des fichiers donc de présentation, ils peuvent le télécharger dans la partie documents du TwinSpace et ensuite l'enseignant va pouvoir le récupérer et éventuellement les afficher sur des pages du TwinSpace par exemple. K1, mobilité des individus en lycée professionnel pour les stages en entreprise. D'accord, donc ça c'était en réponse à dont je parlais tout à l'heure. Donc une question très pratique, nous demandons des autorisations droit à l'image fixe et animée et au son. Donc ça c'est bien sûr une très très bonne pratique qui doit avoir lieu. Donc, nos collègues étrangers nous disent que ce n'est pas obligatoire. Alors, en tout cas, en France, c'est obligatoire. Ce serait étonnant que dans les autres pays, ce soit pas obligatoire. Dans les pays européens, en tout cas, je pense qu'il y a une législation européenne là-dessus. Les pays qui sont hors Europe, je peux absolument pas me prononcer et chacun après a sa législation, donc ce serait assez compliqué d'apporter une réponse, mais en tout cas, vous devez avoir effectivement cette autorisation de droit à l'image et du son. Et puis il y a les droits d'auteur aussi, mais en France, c'est une exception pédagogique. Vous pouvez utiliser les productions des élèves sans demander les droits d'auteur normalement. Oui, mais c'est quand même bien de le demander. Ça dépend de la nature de ce que vous voulez faire. Moi, dans mon cas, par exemple, on voulait faire un album de chansons slam, dont je parlerai tout à l'heure, mais il nous avait paru nécessaire de demander les autorisations de l'image, de la voix et aussi des droits d'auteur. Voilà. Alors, nous avons déjà des mobilités européennes via Erasmus+ en lycée pro, mais je souhaite commencer un projet d'échange avec une classe. J'ai déjà un partenaire espagnol qui souhaite commencer une correspondance afin que les élèves se présentent sur eTwinning. Me permet-il d'organiser cette correspondance avant de mener les activités sur un thème précis? Oui, tout à fait. On peut tout à fait donc commencer à ouvrir le projet. On peut, et ça fait partie en fait de la démarche de projet, de faire en sorte qu'il y ait quelques activités avant, au moins une activité brise-glace pour un peu se présenter au niveau des partenaires.
Donc eTwinning, c'est vraiment très libre, hein. Vous pouvez, vous avez entendu Serge tout à l'heure qui a dit en fait qu'il menait des projets eTwinning sur le thème de projet Erasmus+, qu'il va faire par la suite. Donc ça, c'est tout à fait possible, hein. C'est vraiment indépendant au niveau du fonctionnement, en tout cas, effectivement. Je me permets de reposer cette question. Nous devons faire des mobilités virtuelles. Doivent-elles se dérouler comme prévu? Donc du coup, là maintenant, on y a répondu, je pense, hein, que c'était entre-temps. Je continue à regarder. Après, ce sont que des interruptions. Je propose que vous continuiez pendant ce que je continue à lire le chat et je relirai les questions s'il y en a d'autres. Bon, Cécile, à toi. D'accord, à moi. Alors, démarrer le projet du côté des élèves. Donc, je vais redire quelques points qui ont été abordés dans les questions. Alors, sur la gauche de l'écran, j'ai mis la partie, effectivement, dont on vient de parler, autorisation de captation d'images, de voix, vidéo, donc une autorisation parentale en plus de l'autorisation que vous pouvez avoir au sein de votre école, votre collège ou de votre lycée. Il y a un modèle à télécharger dans la boîte à outils eTwinning. Il y a également un travail à mener effectivement avec les enfants sur la sécurité sur Internet, les droits et les devoirs. Et puis également une sensibilisation aux problèmes de droits d'auteur. Quand j'utilise une image, est-elle libre de droit? Et encore plus quand il s'agit d'un projet artistique comme celui de Serge, par exemple. Oui, tout à fait. Et je dirais même que ça fait partie de notre enseignement, hein, d'enseigner donc à nos élèves à respecter les droits d'auteur, les droits à l'image. Et c'est pour ça qu'on demande aussi, on se fait un devoir de demander leur autorisation pour qu'ils voient bien que c'est pas quelque chose qu'on doit faire à la légère et qu'on peut négliger. Alors, ensuite, pour démarrer le projet, eh bien, tout à l'heure, une personne posait la question sur la correspondance. On peut mener toutes sortes d'activités, on va dire, brise-glace pour apprendre à se connaître. Alors, je vous donne l'exemple concret de celui qu'on a choisi pour le projet auquel je participe. Donc là, nous avions choisi de réaliser des vidéos de présentation dans chaque école partenaire. Donc, c'est un petit travail au niveau des TIS. Et puis ensuite, il y a un quiz qui a été réalisé sur les vidéos de manière à vérifier qu'elles ont été regardées et comprises. Donc là, j'ai mis 2 exemples d'outils qui peuvent être utilisés pour réaliser ces quiz, Learning Apps ou Kahoot, qui sont tous les 2 des outils gratuits. Alors, on voulait vous demander si vous également, vous aviez d'autres idées d'activités brise-glace. Et donc, nous vous laissons taper sur la page correspondante vos idées. Je bascule sur la page en question. Alors, une fiche de présentation. Alors pendant ce temps-là, j'ai regardé le chat et une question qui n'a pas été répondue, qui concerne en fait si on peut faire des mobilités financées sans avoir demandé d'accréditation pour l'établissement. Et effectivement, il y a peut-être d'autres moyens de le faire. Donc on a cité dans le chat l'OFAGE parce que c'est avec l'Allemagne.
Mais il y a aussi une possibilité, c'est de rejoindre ce qu'on appelle un consortium. Et dans votre académie, il y a peut-être des consortiums qui ont été ouverts, qui permettent aux établissements qui n'ont pas eu d'accréditation de pouvoir bénéficier de mobilité, donc dans le cadre qui a été défini par le consortium. Donc ça, pour ça, il faut également vous adresser à vos DAREC pour avoir ces précisions. Cécile, je te laisse continuer. Voilà. Alors, nous avons différentes idées. En fait, elles sont toutes bonnes. Il faut juste adapter, évidemment, en fonction de l'âge des enfants, de leurs connaissances langagières. C'est clair que moi, je suis à l'école primaire, donc on ne va pas demander les mêmes choses, notamment en termes de production écrite dans une langue étrangère qu'à des élèves qui sont en fin de troisième. Mais toutes les idées sont bonnes à partir du moment où elles conviennent à tout le monde. C'est quand même un sujet important. Prendre contact avec les partenaires, il faut que ce soit quelque chose de bien réfléchi pour que ce soit réussi. Ça lance le projet et ça initie un certain nombre d'activités. Alors, je redonne la parole à Serge pour les équipes. Très bien. Alors, dans les projets Erasmus, aussi bien qu'e-Twinning, c'est très très bien de développer un système de travail en équipe. Alors, déjà pour pouvoir travailler dans la classe, tout simplement, et ces équipes, donc c'est le summum, évidemment. Et si on peut réaliser des activités qui sont collaboratives ou pour le moins coopératives avec des équipes internationales. Donc là, vous avez sur ce tableau, par exemple, les 3 établissements scolaires et les élèves, donc des équipes à chaque fois d'à peu près 4 élèves en moyenne. Donc ça nous fait des équipes totales de 12 élèves. Donc l'équipe 1, par exemple, était composée de 12 élèves, donc 4 Allemands, 4 Français et 4 élèves espagnols. Alors, à quoi ça sert de faire des équipes? Eh bien, c'est tout simplement, moi, en tant qu'enseignant, et je trouve terriblement ennuyeux de demander à tous mes élèves de faire, dans le cadre d'un projet, exactement la même chose. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il s'agit d'avoir, dès le départ, au moment de la construction, d'écriture du projet, des idées d'activités qui vont être soit collaboratives ou au moins coopératives. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui vont travailler des compétences qui sont à peu près similaires, mais dans des cadres un petit peu sur des sujets différents. C'est comme proposer une rédaction avec plusieurs sujets au choix. Voilà. Et donc, chaque équipe doit réaliser un travail qui est différent de celle des autres équipes. Alors, je donne un exemple. Dans le cadre de mon projet, par exemple, l'équipe 1 devait présenter les emplois du temps des 3 établissements scolaires. Voilà. Si l'équipe 2 devait présenter le calendrier des vacances scolaires, les jours fériés, etc., pour les 3 pays partenaires. L'équipe 3, elle, travaillait à présenter cette fois-ci notre établissement plus à travers des images. Alors, ça va être les différentes salles de classe, les différents lieux dans l'établissement, la cour de récréation, etc., etc. Enfin, vous voyez que tout ça mis bout à bout, on voit bien que chaque équipe internationale va travailler sur un aspect qui a été présenté, nos établissements, notre environnement, nos villes partenaires sur le TwinSpace, et ce qui fait que chacun a eu une utilité. Au lieu que tout le monde fasse exactement la même chose en même temps, chacun a pu faire quelque chose de différent, mais d'utile
qui vient nourrir la totalité, c'est-à-dire l'ensemble du projet. Et on multiplie comme ça l'efficacité, puisque en réalité, sur une activité que j'appelais activité 1, en réalité, on pourrait dire qu'il y a eu 7 activités, ou en tout cas 7 sous-activités qui étaient comprises dans cette activité de présentation de l'établissement. Voilà comment ça peut être très intéressant de répartir en équipe internationale et travailler de cette façon-là dans les projets, aussi bien e-twinning qu'Erasmus+. Je pense qu'on devrait pouvoir passer à la diapo suivante, les questions. Donc, il n'y a plus de questions, je crois, qui n'ont pas été répondues. J'avais eu à nouveau une question sur les exemples qui a été reposé de cas très précis avec une école, un collège, avec des pays étrangers. C'est vrai que nous, on peut montrer que des exemples où on les repère simplement quand les projets sont demandés au label de qualité. Donc, il faut déjà que les projets aient un label de qualité pour qu'on puisse nous bien repérer. Ensuite, il faut aussi que les Twin Space soient publics. Donc voilà, ça limite un petit peu. On peut faire des recherches, mais c'est assez long si vous n'avez pas trouvé dans les exemples de projets qui ont été scénarisés sur le site ou sur les exemples qui ont été lauréats. Donc il y a aussi des exemples sur le site eTwinning Europe également. Je vais vous mettre la page, aussi le lien sur le chat. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on peut passer à la suite. Très bien. Alors, petite astuce sur les activités du projet pour impliquer davantage les élèves. On peut prévoir des tâches d'auto-évaluation au cours du projet. Là, par exemple, là, sur l'activité 1, vous voyez, c'était une activité 1, c'était pour une sorte de tutoriel à destination des élèves pour mieux s'approprier l'outil de travail collaboratif qu'est le TwinSpace. Donc, ils ont dû finalement faire quoi? Ils ont dû apprendre à configurer leur profil, ils ont dû apprendre à participer sur le forum, ils ont dû apprendre à écrire un twin mail, et ils ont dû apprendre à participer sur le chat. Donc, c'est une activité qui était en auto-formation par les élèves. Alors, évidemment, on a démarré la séance en classe. Je leur ai présenté les différents outils. Ensuite, ils ont eu un temps pour commencer à réaliser les activités. Et ils ont eu un délai d'environ 2 semaines pour réaliser cette activité 1 qui leur a permis d'apprendre à utiliser correctement les principales fonctionnalités d'un TwinSpace. Et j'ai inclus une petite grille d'auto-évaluation, voilà, avec critérié, objectif dépassé, objectif réussi, objectif en partie réussi et objectif non atteint. Voilà, pour qu'ils puissent se positionner également et aussi avoir conscience des compétences qu'ils ont travaillées, aussi bien compétences disciplinaires que compétences transversales ou compétences numériques. Encore que compétences numériques, on pourrait mettre dans les compétences transversales, j'allais dire. Voilà. Pour cette diapo, je pense que c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire, parce que je vois que le temps passe. Voilà. Alors, je vais reprendre la parole. Donc, les activités du projet. Les activités de communication sont absolument essentielles pour impliquer les élèves dans le projet. Donc là, je vous ai choisi un exemple d'une vidéoconférence que nous avons réalisée. Donc, c'était au mois de décembre de l'année dernière. Donc, à gauche, vous avez mes élèves en France. Et puis, au même moment,
les partenaires en Finlande. C'est toujours un temps fort, apprécié des élèves, ça leur laisse un bon souvenir, ça développe évidemment leurs compétences de communication. Et c'est très important pour les impliquer dans le projet. Voilà. Donc, à titre d'exemple, l'année dernière, on avait choisi pour nouer bien le contact avec nos partenaires, de chanter Jingle Bells dans les langues des pays partenaires. Et en finlandais, je dois dire que c'était pas une partie de plaisir. Voilà. Mais c'est ça les projets. On est tout à fait dans le côté transversal qu'on disait. Alors peut-être que c'est vrai qu'au premier degré, c'est un peu plus facile à organiser puisque nous, on est maître de tout notre emploi du temps. Il n'empêche que, comme tout le monde, on a des spécialités. Et voilà. Mais même si ce n'est pas notre spécialité, c'est important pour les enfants, par exemple, de chanter, partager des choses. C'est à toi, Serge. La diapo suivante alors, Sylvain. Non, il n'y a pas de Sylvain, si? Non, c'est moi qui mets la diapo suivante, mais non, il y est. D'accord, mais je viens de la voir apparaître à l'instant. Oui. Donc, activité d'interaction. Donc, c'est le propre des activités d'équipe. Donc ici, je vous ai montré un exemple qui est tiré d'une page du TwinSpace de l'année dernière, du projet lauréat. Donc, les élèves ont été amenés à créer des bases musicales, puisque l'objet final de notre projet, c'était de réaliser un album de chansons slam. Donc, il fallait composer la musique, il fallait écrire les paroles et fallait faire les vidéoclips. Donc ici, c'était la première étape. Donc, ils devaient composer leur bande musicale. Donc, pour ce faire, nous avons créé des forums sur le TwinSpace. Donc, chaque équipe avait son propre forum pour discuter de leurs idées. Voilà. Ensuite, vous voyez, donc, une fois qu'ils ont pu s'exprimer sur leur forum, on a passé au vote. Donc chaque équipe a pu s'exprimer individuellement pour leur choix dans leur bande musicale pour leurs chansons. Donc l'intérêt ici, c'est qu'ils ont eu des interactions sur le forum, il y a une prise de décision commune, et derrière ça, on a pu tirer les principaux ingrédients qu'allait servir à notre base musicale. Et donc ensuite, au moment de la mobilité que nous avons eue en Espagne en fin janvier 2020, donc l'année dernière, on a pu finaliser la réalisation par chacune des équipes de leur bande musicale sur laquelle ils allaient chanter leurs chansons. Voilà. C'était l'exemple d'interaction que je souhaitais vous montrer. On peut passer à la suite. Alors, je voulais vous présenter donc une activité, cette fois-ci, non pas seulement d'interaction, mais de collaboration. Donc, je vous ai dit, on a chacun pu échanger, débattre des idées et se positionner pour le choix de la bande musicale. Au moment de la mobilité, on a pu la concrétiser et la finaliser. Derrière, donc, il fallait mettre des textes, écrire des textes, voilà, contre le harcèlement scolaire, voilà. Et donc, on a déterminé une architecture collaborative. Donc, la France, ici, sur notre exemple, écrivait le premier couplet. L'Allemagne écrivait le deuxième couplet. L'Espagne écrivait le troisième couplet. Et le refrain était un mélange, c'est-à-dire chaque partenaire contribuait à hauteur d'un vers sur le refrain. Ensuite, encore une fois,
j'aime pas l'uniformité, j'aime bien la diversité. Dans mes projets, je veux pas que tout le monde fasse forcément exactement la même chose. Donc, pour parler du harcèlement scolaire, nous, on a choisi que chaque équipe avait un point de vue, un éclairage sur le harcèlement différent par rapport à cette problématique. Par exemple, l'équipe 1, le texte de sa chanson devait s'adresser au harceleur. L'équipe 2 a écrit sa chanson pour s'adresser, non pas au harceleur, mais au harcelé, à la victime. L'équipe 3 a écrit sa chanson pour s'adresser aux complices du harceleur. L'équipe 4, elle a écrit pour s'adresser aux spectateurs, c'est-à-dire au spectateur qui est passif, voilà, il voit et il ne dit rien. L'équipe 5, elle a écrit sa chanson pour s'adresser aux défenseurs, c'est-à-dire c'est le spectateur qui vient prendre la défense. C'est le rôle qu'on voudrait tous voir se développer chez nos élèves, qu'on soit bien d'accord. Et l'équipe 6, elle a écrit sur le harcèlement, le cyberharcèlement, le harcèlement sur Internet. Alors l'équipe 7, alors vous allez voir, effectivement, on a beau être ingénieux et des fois avoir beaucoup d'idées, j'ai eu du mal à trouver, enfin nous avons eu du mal avec les partenaires à trouver une idée originale. Alors on a dit qu'ils allaient écrire un petit peu sur l'ensemble. C'est-à-dire que dans leur chanson, ils devaient parler de tous les ingrédients, le harceleur, la victime, le complice, le spectateur, le défenseur, le cyberharcèlement. Voilà. Donc c'était vraiment, voilà, c'était un challenge, mais on a essayé vraiment de faire quelque chose de différent tout en restant dans la même lignée et les mêmes compétences qui sont travaillées en définitive. Voilà. Voilà pour cet exemple. Il reste 5 minutes pour terminer. Fin du projet. Voilà, bah ça tombe bien, on arrive en fin de projet. Donc Serge ? Ah, c'était moi ? Ah, pardon. Oui. J'avais pas fait attention. Parce qu'il me semblait que l'autre fois, c'était toi qui étais avant moi. Oui, c'est bizarre, je ne sais pas. Tu m'as déplacé. Donc, en quelques mots ? Alors, en quelques mots, vous avez compris, un projet tel que celui que je vous présente, il a été construit, je vous disais en début tout à l'heure, comme différentes pièces d'un puzzle qui vont s'assembler. Des puzzles qui ont été faits en partie à distance, en partie en présentiel. Donc, notre production finale, c'est un album de chansons slaves, voilà, où chacune des 7 équipes internationales a réalisé sa bande sonore, a écrit les paroles de sa chanson, a enregistré l'album et réalisé son propre vidéoclip. Voilà, on a un produit complet et ça s'est passé à la fois à distance, en présence, avec des différentes sortes d'activités. Tout à l'heure, on a vu pour la partie bande musicale, on a une partie à distance avec des débats, etc., des choix, et une partie en présence lors de la mobilité en Espagne. Ensuite, les textes des chansons se sont faits à distance. Voilà. L'enregistrement, tel qu'il était prévu, malheureusement, ça n'a pas pu se faire comme ça l'année dernière à cause de la crise Covid. Donc l'enregistrement, une fois que les paroles avaient été écrites, on s'entraînait aussi chacun de notre côté dans nos pays respectifs et tous les partenaires devaient venir nous rejoindre pour enregistrer dans un studio professionnel leurs chansons, donc sur les bases musicales qu'ils ont composées eux-mêmes, leurs propres paroles, et voilà, ils auraient chanté. Voilà. Alors, ça s'est fait malgré tout. On a réussi à le finaliser, cette activité, mais en distanciel. Voilà, c'est-à-dire que les élèves, pendant le confinement, ont chanté leurs textes, se sont enregistrés en train de chanter leurs chansons. Et donc, ils nous ont envoyé leur production. Et donc, on a pu les assembler pour donner un résultat final, alors qui n'équivaudra jamais à ce qu'on aurait pu faire dans un studio professionnel, parce que là, c'est vrai que les bandes sonores,
les voix, etc., elles n'étaient pas forcément toujours très propres, hein, voilà, mais on a, grâce à iTuning, hein, on a quand même pu finaliser ce projet, et c'est pas pour rien que nous avons été lauréats du concours national. Et donc là, l'étape suivante, c'était la réalisation des vidéoclips, voilà, sur les chansons. Donc, même chose, avec un scénario qui est produit à distance, où ils peuvent débattre de leurs idées, des scènes qu'ils vont vouloir jouer, de ce qu'ils vont vouloir tourner, etc. Et une réalisation en présentiel, normalement, qui aurait dû se faire en Allemagne, et qui n'a pas pu se faire l'année dernière, hein, voilà. Donc, mais pour vous montrer que la production finale, c'est ce qui tient l'ensemble, hein, du projet debout. On part du principe, voilà, on va faire quoi? On va faire un album de chansons slam. Comment on va s'y prendre? Eh bien, on va s'y prendre en faisant différentes étapes progressives. On alterne des activités à distance et des activités en présentiel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec ça. Puis je vais laisser la parole à ma collègue Cécile. Alors, à la fin du projet, il est également très important d'évaluer le projet. L'évaluation, elle doit se faire, bien entendu, du point de vue des élèves. Donc là, je vous ai mis une petite copie d'écran d'un formulaire que nous avons créé, un Google Form ou un formulaire avec toute application qui permet de le faire. On l'avait voulu très simple avec des réponses fermées pour que ce soit vraiment adapté à l'âge des enfants. Nous, en tant qu'enseignants, nous avons également évalué le projet, évalué les mobilités, évalué toutes les actions menées. Voilà. Et en plus, dans le projet, nous avons également souhaité avoir une évaluation de la part des parents. Donc là, de façon très simple, pas tous les élèves, mais certains élèves ont réalisé un petit film avec leurs parents, un petit enregistrement où ils leur demandent leur avis. Et enfin, pour terminer, dans un projet Erasmus+, la dissémination de l'information, des réalisations faites est très importante. Alors, elle peut avoir lieu par différents canaux. Donc, par exemple, nous avons choisi de créer un site internet pour le projet qui n'est pas le Twin Space, qui reprend certains éléments du Twin Space, mais pas tous. Bien entendu, nous avons collecté dans tous les pays, là c'est l'exemple du partenaire espagnol, les articles de presse qui se rapportent au projet. Nous avons également recensé tous les articles qui ont été mis sur les sites web des écoles. Nous avons créé des coins, des corners pour le projet. Là, vous avez l'exemple du corner en Bulgarie, mais chaque pays a créé un espace dédié au projet qui permet d'avoir de la visibilité quand des visiteurs viennent dans les établissements. Et puis, bonus, cette année, nous avons eu la chance en plus d'avoir un petit passage à la télévision, mais ça, c'est bonus. Voilà, merci. Donc, juste pour savoir, Cécile, si ton projet, les pages de ton projet sont publiques ou pas? Oui, les pages sont publiques. D'accord, donc on pourra mettre le lien vers les deux projets sur la présentation. On vous enverra donc la présentation au format PDF et le lien également vers l'enregistrement. On envoie ça à tous les participants. Si vous avez des questions, on peut encore rester quelques minutes pour l'arrêt de cet enregistrement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.